Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invitée est la directrice générale de l'organisme La Passerelle. Fondée en 1979, la maison d'hébergement accueille depuis le milieu des années 2000 que des femmes victimes de violences et enfants. Aujourd'hui, La Passerelle offre 12 lits et vient en aide à près de 200 femmes et enfants par année. Aujourd'hui, pour nous raconter l'histoire de La Passerelle, Isabelle Harvey. Isabelle, tout d'abord, bienvenue à nos bâtisseurs. Merci. Vous êtes la directrice générale de l'organisme La Passerelle depuis 1995. D'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous a amené à travailler auprès de cette clientèle-là? Oh mon Dieu, c'est une grosse question qui a l'air simple comme ça. C'est le hasard. Ouais. Moi, je dis le hasard avec le grand H. En fait, j'étais rentrée là pour un stage comme étant étudiante. Et je suis tombée en amour dans les escaliers de La Passerelle et je suis demeurée là. Ça fait déjà 20 ans et quelques poussières déjà? 28 ans, oui, exactement. La maison d'hébergement a été fondée en 1979. La maison a vu le jour pour quelle raison? En fait, ce qu'on m'a raconté, c'est que c'est 2 travailleuses sociales de ce qu'on appelait à l'époque les centres de services sociaux, oui. Mme Marthe Villeneuve et Jeanne d'Arc Dallaire. Jeanne d'Arc Dallaire-Néron, je pense. Et ces 2 femmes-là se retrouvaient souvent avec une clientèle en difficulté dans leur bureau, soit après 4 heures ou des fois le vendredi. Et elles ont considéré qu'il y avait comme un besoin en dehors des heures de bureau pour avoir un genre de filet de sécurité pour cette clientèle-là. Alors, c'est venu de leur idée et de des besoins qu'ils considéraient là, pour leur clientèle. Il y avait vraiment un besoin du milieu à cette époque-là? Oui, parce que là, c'était à la fin des années 70, début 80. Puis il faut savoir qu'au début, La Passerelle, on accueillait des hommes, des femmes, des enfants, toutes sortes de clientèles. Toute personne en difficulté qui recherchait un lieu sécuritaire, un lieu pour dormir. Les maisons existaient déjà. Les maisons d'hébergement pour femmes existaient déjà. Des maisons aussi mixtes existaient déjà dans la région. Alors, j'imagine qu'ils ont pris un peu le mode là, sur des maisons qui existaient déjà au Saguenay, entre autres. Les principales problématiques qu'on retrouvait au tout début? À l'époque, je me rappelle beaucoup de toxicomanie, des incendies, des gens qui étaient momentanément à la rue pour une raison quelconque, très peu d'enfants. À l'époque, probablement en présence, par rapport à la présence des hommes. Je dirais que les femmes victimes de violences se présentaient moins avec leurs enfants à cette époque-là. C'est plus toxicomanie, santé mentale, je vous le dirais. Il faut se rappeler, lorsque la maison d'hébergement a vu le jour, ce n'était que des bénévoles qui s'occupaient de la maison. Donc, c'était vraiment une volonté de ces personnes-là de s'impliquer presque du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout à fait. Grâce aux bénévoles, grâce à la population aussi, parce que c'est nécessairement la population qui a permis à La Passerelle de vivre et de survivre à cette époque-là, par des dons, par de l'aide même, comme tu dis, du bénévolat et tout ça. Et principalement aussi grâce à l'Hôtel-Dieu d'Alma, qui nous hébergeait gratuitement à l'époque. Je pense qu'on peut parler de gratuité quand on parle de 1 500 $ par mois. Là, absolument. Tout compris, là. Absolument. Est-ce que, par la suite, il y a des subventions qui sont arrivées tranquillement au fil du temps et tout ça pour vous donner un coup de pouce aussi? Oui, au bout de, je pense, de 2 ou 3 ans, à ce moment-là, ce qu'on appelait les régies régionales de l'époque ont reconnu les besoins d'une maison d'hébergement à Alma. Alors, il y a eu quelques subventions. Centraide aussi aidait beaucoup à l'époque.
Mais dans je vous dirais, les 5-6 premières années, c'était vraiment beaucoup avec l'aide des dons de la population, puis des campagnes de financement diverses que les bénévoles faisaient, entre autres, et les conseils d'administration. Denise Côté, l'ancienne directrice générale de la Passerelle, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Quelle trace elle a laissée au sein de l'organisme? Ah, mon Dieu, c'est un modèle. C'est un modèle de philosophie. Je vous dirais, ce qu'elle a laissé beaucoup, c'est la philosophie. Le souvenir que j'ai de Denise, qui est décédée tout récemment, quand elle accueillait une nouvelle intervenante, elle faisait un dessin au tableau, puis elle faisait un cœur avec des grandes oreilles, puis elle disait, pour travailler à la Passerelle, c'est ça que ça prend. Avec les années, ça prend toujours ça, je te dirais. Sauf que là, avec les problématiques qui s'alourdissent beaucoup, ça prend aussi beaucoup de formation pour venir en aide à ces gens-là. Mais la philosophie du grand cœur et des oreilles, c'est demeuré, puis pour moi, ça demeure essentiel. C'est une femme qui vous a inspiré grandement? Beaucoup. Qui m'a fait confiance d'abord, parce que c'était une petite poutoune de 19 ans qui arrivait en stage, là. Fait qu'il fallait qu'elle ait vu quelque chose, une certaine maturité et un devenir chez moi, j'imagine. Ça fait que oui, c'est une coach et un modèle, absolument. Au fil du temps, la Passerelle, en fait, en milieu des années 2000, on a pris un nouveau virage. En fait, on s'est concentré sur la clientèle féminine, en fait, les femmes qui vivaient certaines difficultés, que ce soit la violence et tout ça, même avec les enfants. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a pris ce virage-là dans le milieu des années 2000? Bien, entre autres, c'est l'augmentation par rapport à cette problématique-là, l'augmentation de la clientèle, mais il y a aussi la façon là, que la Régie régionale, qui est devenue des agences, finançait les ressources. Au lieu de les financer comme une ressource d'hébergement, ils ont exigé qu'on fasse référence à une problématique en particulier. Alors, comme la problématique violence conjugale augmentait dans la maison d'hébergement et que le financement aussi se développait à ce niveau-là, ça fait que ça a fait... C'est ce qui a permis au conseil d'administration de décider de s'enligner dans cette situation-là. Il y a aussi le fait qu'il y avait d'autres ressources communautaires qui ouvraient des lits et qui nous permettaient du même coup à faire en sorte que les hommes ne se retrouveraient pas mal pris, parce que c'était quand même une préoccupation. Ouais. C'est qu'il y avait le groupe Le Pas au même moment qui ouvrait des lits et qui ont privilégié au départ les hommes pour substituer un peu à nos services. Est-ce qu'il y a des services spécialisés par la suite qui ont été faits, mis sur pied justement pour cette clientèle-là? Oui, absolument. Les subventions venaient en fonction de ça aussi. Les subventions, au fil des ans, ont augmenté, mais il y avait aussi une obligation de spécialiser nos services, entre autres au niveau des enfants. Là, on exigeait la présence d'éducatrices pour intervenir auprès des enfants témoins de violence, parce qu'on sait que ça a beaucoup d'impact quand même, un enfant qui vit ça à la maison. Fait que maintenant, je vous dirais, quelques éducatrices qui sont à la Passerelle, là, principalement pour cette tâche-là. Donc, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 que vous offrez les différents services, que ce soit de l'aide psychologique, tout ça vraiment pour les aider? Absolument. On accueille la femme qui nous exprime ses besoins et nous, on l'accompagne dans les diverses démarches qu'elle a à faire. Par exemple, elle a un rendez-vous auprès d'une avocate, elle est un peu nerveuse, elle souhaite être accompagnée, on va le faire avec elle. La recherche de logement... Il y a une démarche psychologique, bien sûr, là, en termes de ce qu'on appelle de la dévictimisation. Les femmes qui ont vécu ou qui vivent la violence là, sont invitées là, à suivre une démarche d'une dizaine de semaines là, pour comprendre un peu mieux la problématique, puis éviter aussi de reproduire là, je dirais, la relation conjugale qui est inappropriée. Ce sont des femmes qui vont rester en moyenne combien de temps à la Passerelle? Tout dépend, j'imagine, des cas. Oui, ça dépend. On est très, très à l'écoute. Je te dirais que c'est la force de la maison. On est très, très à l'écoute. Les oreilles de tantôt. Oui, les oreilles, effectivement. C'est bien. On est très à l'écoute de leurs besoins, puis on essaie de se coller le plus possible à leur réalité, ce qui fait qu'on n'a pas de délai, là, de dire, mettons, 21 jours ou 30 jours, il faut que la situation soit réglée, parce que c'est pas la réalité. Si elle a une démarche juridique à faire, ça peut être beaucoup plus long. Alors, on est très, très à l'écoute. Mais en moyenne, je te dirais, les séjours se sont prolongés au fil des ans. La difficulté de trouver des logements, entre autres, à des coûts raisonnables pour ces familles-là, fait en sorte que des fois, le séjour est plus long un peu. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont 3 mois aussi, puis qu'il y a des gens qui sont 2 nuits. On y va vraiment cas par cas. Absolument. Isabelle, vous êtes la directrice depuis 1995, donc depuis ce temps-là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Peut-être l'évolution ou peut-être le changement avec la violence depuis les 20 dernières années, les femmes qui arrivent? Plus de pauvreté, plus de difficultés à arriver financièrement. Notre compte d'épicerie augmente à nous, il augmente pour elle aussi. Oui. Le coût des loyers, tout ça. La pauvreté, donc, est plus présente. Puis je pense que des organismes comme La Moisson le remarquent aussi. Il y a une clientèle nouvelle, là, que c'est pas juste une clientèle sur l'aide sociale. Là, il y a beaucoup de gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, même en travaillant. Au niveau de la violence...
Je me rappelle, dans les premières années, je pense qu'on fait tout ça un petit peu comme stagiaire. Là. Dans notre stage, on se dit, une femme victime de violence, on l'imagine, là, qui a été frappée, puis qui a des bleus, puis on voyait beaucoup moins ça il y a une quinzaine d'années. Je dirais que la violence physique est de plus en plus présente. Les toxicomanies sont différentes. Moi, quand j'ai commencé, on parlait de problématiques d'alcool. Là, avec toute la proximité, la facilité d'avoir d'autres produits, là, ça, on le reconnaît beaucoup. Là. Et c'est ce qui me fait dire, comme je disais tout à l'heure, ça demande plus de formation pour comprendre comment ça se passe puis comment mieux intervenir auprès de ces gens-là. Là. Est-ce que les femmes dénoncent plus rapidement maintenant? Elles dénoncent plus jeunes. OK. Oui, ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a une vingtaine d'années, ma clientèle type, là, c'était... Imaginons la femme de 55 ans autour, les enfants sont partis à l'université. Maintenant, elle ne tolère plus la violence. Là. Elle se choisit, j'ai envie de dire. Là. Maintenant, les femmes arrivent plus jeunes. 25-35 ans, là, c'est pas mal ma moyenne de clientes actuellement là, au niveau de l'âge. Le temps file, Isabelle, mais entre autres, il y a un outil de prévention qui a été réalisé en collaboration avec la Sûreté du Québec, la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Ça s'appelle les couloirs de la violence amoureuse. C'est vraiment un outil de prévention pour les jeunes adolescents du secondaire, mais c'est un outil qui est vraiment formidable pour monsieur, madame, tout le monde, que tout le monde devrait visiter, parce qu'en tant que média, on le visite, et à chaque fois, on ressort de ce couloir-là. Ça nous amène à réfléchir, mais aussi à se poser beaucoup de questions. Oui, et c'est un outil en passant qui est reconnu à travers la province. Oui, absolument. On fait le tour, c'est un outil mobile. Effectivement, chaque fois qu'il est présenté dans une région, une école, on me dit qu'il y a eu plusieurs appels qui ont été faits au groupe communautaire par la suite. Ça éveille vraiment l'esprit du jeune par rapport à ce qu'elle vit ou ce qu'il vit comme victime ou comme agresseur. Puis ça amène même le jeune, des fois, à interpeller les parents pour dire hey, « Est-ce que vous vivez à la maison? C'est pas adéquat. » C'est pas normal. Mais je te remercie d'en parler. C'est important de parler de cet outil-là aussi. La passerelle, comment ça fonctionne? Est-ce que la communauté s'implique beaucoup avec vous? Énormément. Oui, pour ça, les dons et tout ça. La population ne nous a jamais abandonnés à ce niveau-là. Dans des petits gestes de grande générosité, encore aujourd'hui, après 37 ans, les gens viennent nous porter des restes de réunions, de parties. La semaine passée, j'ai un monsieur qui est venu nous porter des caisses de bleuets pour faire nos desserts. Wow. C'est extraordinaire, puis c'est fascinant du fait qu'après 37 ans, ça soit encore ça. Et c'est apprécié, bien sûr. Et que ce soit des électroménagers, que ce soit des meubles, des vêtements ou peu importe. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres ressources pour vous aider? On a d'autres sources de financement? On a parfois, puis c'est pas nous qui le demandons, là, c'est la générosité. On a des groupes, des fois, qui nous appellent, puis je pense à l'année passée, par exemple, le club de golf féminin, qui nous ont dit, on fait un tournoi, est-ce que vous avez des besoins particuliers? C'était comme la rentrée des classes. J'ai dit, bien, la rentrée des classes, c'est difficile. C'est des mouvements spontanés le syndicat des infirmières. On ne fait pas de campagne en tant que telle, bien que c'est possible qu'on s'enligne vers une campagne prochainement. Mais on ne fait pas de campagne en tant que telle, mais les gens ne nous oublient pas. Ils sont encore très sensibles à notre cause. Actuellement, l'équipe de la passerelle est composée de combien de personnes? Une quinzaine d'intervenantes, puisque c'est du 24/7, comme tu le disais. Une quinzaine d'intervenantes, quelques intervenantes à temps partiel, une directrice préposée à l'entretien, une cuisinière, une belle équipe. L'avenir pour la passerelle? L'importance d'être encore impliqué dans le milieu? Oui, de faire en sorte que notre crédibilité demeure. Puis c'est sûr qu'on rêve d'avoir une maison adaptée, parce que je te dirais qu'elle n'est pas nécessairement bien adaptée actuellement. Si, par exemple, j'avais une femme victime de violence, problématique santé mentale, à mobilité réduite, je ne pourrais pas l'admettre, là. Fait qu'on rêve d'une demeure adaptée à ces gens-là. Alors, on vous le souhaite pour les prochaines années. Isabelle, merci. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Toujours un plaisir pour moi aussi. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.
Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.